Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. L'hiver est là, comme chaque année, un hiver plus dur que les autres. Car au froid s'ajoute cette année encore plus que l'année dernière la précarité aggravée par la crise sanitaire et ses retombées économiques, surtout pour les populations démunies, les plus fragiles et en particulier les habitants des zones montagneuses et des régions enclavées au Rif, au Grand Atlas et au Moyen Atlas. Les températures sont passées sous la barre du zéro depuis quelques jours, voire quelques semaines déjà dans certaines zones. Et comme chaque année, surtout depuis le drame d'Anfgou, de nombreuses associations se mobilisent pour venir en aide aux populations les plus démunies de ces régions et pour les aider à faire la traversée longue de l'hiver. Parmi eux, certaines essayent de plus en plus des campagnes ponctuelles, de s'inscrire dans des campagnes pérennes et restructurantes et structurantes, à l'image de l'association El Baraka Angels, dont nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui la présidente, Madame Selouazine. Madame Selouazine, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Alors, Madame Zine, racontez-nous les débuts d'El Baraka Angels, une association qui est née il y a 13 ans, en 2013. Quel a été le déclic qui vous a poussé à créer cette association? Vous et une dizaine de bénévoles. Alors, le déclic s'est passé en fin 2012, après le drame d'Anfgou, comme vous l'avez cité. Oui. Il y avait eu des bébés qui étaient morts par le froid. Et un jeune avait initié une action de collecte de vêtements pour soutenir justement la population d'Anfgou. J'avais répondu à son appel avec plusieurs bénévoles et on avait collecté des denrées alimentaires et on était parti à 60 bénévoles avec 120 tonnes de denrées alimentaires, couvertures chaudes neuves, vêtements deuxième main. Et pendant 3 jours, on a dormi chez l'habitant. On a fait tous les villages de la zone d'Anfgou, justement, et on a dormi chez l'habitant et on a vu les conditions dans lesquelles vivaient ces gens-là. Il n'y a pas d'agriculture, ils ont des petits troupeaux, le froid est horrible, je vais dire vraiment horrible. Il n'y a pas de... Les écoles sont dans un état lamentable, les services de santé sont dans un état lamentable, il n'y a pas de route. Vraiment, ces gens-là n'ont rien. Oui. À ce moment-là, vous êtes parti dans une action humanitaire, que des bénévoles. Au retour, Au retour, on a décidé de créer El Baraka Angels, justement pour venir en aide aux populations des régions froides et enclavées. Maintenant, ça fait 8 ans que El Baraka Angels existe. Vous avez mené plusieurs actions. Maintenant, vous êtes connu pour l'action humanitaire que vous menez et de solidarité. Quelles sont les actions les plus importantes que vous avez menées pendant ces 8 dernières années? Vous avez beaucoup travaillé pendant le Covid, on y reviendra aussi. Alors, tout au début de la création de l'association, nous avons commencé, comme toutes les associations, par des caravanes humanitaires. Donc, on essayait d'initier 1 ou 2 caravanes en période hivernale pour aller dans les zones enclavées, dans les villages qui étaient bloqués par la neige et leur porter secours pour que pendant quelques jours, ces gens-là puissent subsister. Et une action humanitaire pendant le mois de Ramadan, car comme on sait, le mois de Ramadan, c'est le mois du partage et tout le monde a le droit d'être bien nourri pendant le mois. Oui. En faisant ces actions-là, la plupart du temps, les distributions se faisaient dans des écoles. Pourquoi les écoles? Parce que les populations sont éparpillées dans les montagnes et cela permettait aux gens de connaître le point. L'association viendra distribuer à l'école telle. Et donc, tous les gens de la montagne venaient avec leurs mules pour prendre le panier qu'on leur offrait. Donc, pendant nos distributions dans les écoles, on a vu aussi l'état lamentable des écoles. Ce sont des écoles dans des coins perdus. Ça veut dire qu'il n'est pas facile de les rénover. Oui. Je préfère qu'on va... Parce que là, c'est une autre étape de votre action. Mais je préfère aller avec vous progressivement pour voir comment votre association a évolué. Parce que chaque année, alors depuis 2013, El Baraka Angels dessert plus de 2000 foyers. Exactement. Comme vous avez dit, entre la période hivernale et celle du mois sacré. Mais ces 2 dernières années, avec l'impact du Covid, vous avez dû adapter vos actions, essayer d'en faire plus, tout en respectant les mesures d'hygiène. Comment vous avez géré cette période et comment était la situation? Parce que vous partez sur place, en caravane, avec les bénévoles. Alors, au début de la pandémie, nous avons lancé un appel aux dons à nos donateurs qui nous suivent, en leur disant que si c'était la crise pour tout le monde,
Dans les montagnes, c'était encore plus la crise parce que les gens avaient l'habitude que leurs enfants travaillent en ville pour leur ramener de quoi subsister et ces enfants n'avaient plus de travail. Et donc les gens étaient plus en crise qu'en ville. Donc nos donateurs nous ont suivis, alhamdoulilah, et je tiens à les remercier aujourd'hui pour leur confiance. Et on a commencé à préparer des paniers alimentaires. Après, tout était fermé. Si vous vous rappeliez, toutes les structures étaient fermées. Donc l'État ne nous a pas donné l'autorisation d'aller vers ces gens-là. C'était difficile. La contamination était très partout présente. Donc on s'est adapté. On a fait des mandats aux familles. Ça veut dire que tous les jours, on recevait des dossiers de gens nécessiteux, de femmes au foyer, avec des orphelins, de gens handicapés, etc. On triait les demandes et on leur faisait... Je vous en prie. Et on leur faisait des virements du montant du panier qu'on devait leur remettre en main propre. Donc pendant 3 mois, on a fait cela. Puis la situation a commencé à se stabiliser un peu. On a trouvé un accord avec les autorités. D'habitude, nous, quand on fait une action, on se déplace tout le temps. Il n'y a jamais d'intermédiaire entre nous et le bénéficiaire. Cela veut dire que quand le donateur nous donne une chose, il est sûr qu'on va la remettre en main propre. On a dû s'adapter justement pendant le Covid. On a trouvé un ultimatum avec les autorités. On a envoyé notre camion chargé avec des paniers, avec un chauffeur. Et le caïd de la région, on avait les listes des gens démunis. Et le caïd s'occupait de faire la distribution avec notre chauffeur. On avait nos preuves, nos photos à l'appui, qu'on pouvait recommuniquer à nos donateurs pour qu'ils soient... C'est très important, la transparence, pour la crédibilité de l'association et pour encourager les donateurs. Justement, qui sont vos principaux donateurs? Je vais vous dire... Comment ça a commencé au début? C'était qui? C'est le commun des mortels et jusqu'à aujourd'hui, c'est le commun des mortels. C'est vraiment des personnes comme vous et moi qui sont sensibles à la détresse d'autrui et qui voient nos messages sur les réseaux sociaux et chacun aide comme il peut. Ça peut être un très petit montant de 50 dirhams et des fois, c'est des montants faramineux. Justement, quel est le plus petit montant et quel est le plus grand montant que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui, soit en denrées, soit en argent? Je vais vous dire, des fois, j'ai un donateur qui, je ne sais pas comment il fait, mais à chaque fois qu'il a un bénéfice sur quelque chose, il vire de l'argent sur le compte. Des fois, il vire 22 dirhams. Et des fois, il vire tous les jours de suite. Ça veut dire que je sais que c'est un petit bénéfice qu'il a tiré de quelque chose et il fait automatiquement le virement. J'ai des gens qui ont donné 50 dirhams. Mais j'ai eu pour des actions importantes des gens qui ont donné 200 000 dirhams. Le commun des mortels, je ne parle pas des sociétés, qui ont donné 200 000 dirhams pour une action, qui ont donné 100 000 dirhams pour une action. Et comme je dis toujours, ce sont les petites gouttes qui font les grandes rivières. Et si on peut faire d'aussi grandes actions, c'est justement parce que les petits dons s'accumulent avec les grands dons. Alhamdoulilah, nous permettent de faire tout ça. Au fil du temps, avec la crédibilité que vous avez pu construire, il y a de grands groupes qui vous ont suivi dans vos actions. Il y a aussi des étrangers. Et vous m'avez dit que vous teniez à saluer ces gens qui vous aident. Oui, exactement. Pour les caravanes humanitaires, on a eu de grands dons de partenaires étrangers qui sont implantés au Maroc, alhamdoulilah, et qui nous ont beaucoup soutenus pendant le Covid. On a eu des tonnes et des tonnes de denrées alimentaires qu'on a pu redistribuer. Et je vais vous dire que pendant une année, on a fait 4000 familles au lieu d'en faire 2000. C'est très important. Et les dons aussi étaient plus importants. Et on a d'autres partenaires étrangers qui sont implantés au Maroc, qui soutiennent nos actions et qui nous permettent de faire de très belles rénovations d'écoles et qui nous ont permis de faire le dernier projet qu'on a fait dans un établissement scolaire dans la province d'Ifrane. Nous avons fait des serres pour permettre aux internes et aux élèves du collège de subsister avec les légumes produits dans l'école. Là, on voit les images des serres. Voilà. Il y a aussi les images qui vont défiler avec... Ce partenaire nous a aussi a financé aussi une salle multimédia très haute technologie avec 20 postes, dernier cri, avec tout ce qu'il faut pour que ces étudiants puissent avoir accès à toutes les technologies extérieures. Justement, maintenant, aujourd'hui, l'association, au-delà des actions ponctuelles, elle retape des écoles, elle les équipe. Jusqu'à aujourd'hui, combien d'écoles avez-vous Jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu faire 18 écoles. La plupart des écoles ont été faites dans la province d'Ifrane, mais nous avons une école, un projet phare que nous avons fait dans la province d'Azelal.
c'est une école où il y avait 250 élèves et ils avaient une seule classe. Il y avait des petits bâtiments qui avaient été détruits par l'érosion. Et cela faisait des années que ces élèves se relayaient dans cette classe. Et justement, ensuite, je crois que c'était un déplacement de Mehdi TV qui était allé filmer la neige dans les montagnes et qui avait trouvé les enfants autour d'un feu de bois. Et ils avaient demandé aux élèves pourquoi ils n'étaient pas à l'école. Ils leur ont dit parce qu'on n'a pas d'école. Et ils étaient allés filmer l'école et j'avais retrouvé l'école sur Facebook. Les gens taguaient l'association et nous avons envoyé des membres de l'association qui sont allés sur le terrain. Pendant 3 jours, ils ont cherché l'école parce qu'elle est très enclavée. Elle est à 4 heures de piste de Dmenet. Elle est dans la province d'Azelal. Voilà, donc ça, c'est les ruines des anciennes classes de l'école. Et pendant 6 mois, on a fait le chantier. Je ne vous dis pas, c'était très difficile parce que les camions n'arrivaient pas jusqu'au village. On posait toutes les matières premières au début du village et on continue à dos de mulet. Mais c'est un beau projet. Vous allez retrouver les photos des classes finies. Alhamdoulilah, tous les élèves ont réussi au certificat d'études et c'est une belle compensation. Bien sûr, c'est très satisfaisant. Donc ça, c'était la classe existante avant. Pardon, allez-y. C'était cette classe qui était existante. Vous voyez le terrain, comment il est accidenté. Oui. Vous allez voir sur les prochaines images les nouvelles classes. Elles vont défiler pendant qu'on va continuer notre discussion. Alors, le gouvernement fixe chaque année, depuis 2009, un plan d'intervention lors des périodes de neige, de pluie et des vagues de froid afin d'apporter l'assistance nécessaire aux populations vivant en précarité dans ces régions. Comment vous coordonnez vos actions avec les autorités locales, avec le ministère de l'Intérieur, celui de la Santé? Comment se fait ce partenariat? On coordonne surtout avec le ministère de l'Intérieur pour les actions humanitaires, justement. Parce qu'on ne veut pas aller dans une région où la fondation est passée avant nous, où une autre association est passée et elle a remis des paniers aux personnes. On préfère à chaque fois viser des personnes qui n'ont toujours pas reçu de panier, parce que tout le monde ne peut pas recevoir. Donc, pour ne pas justement avoir ce problème-là, on coordonne toujours avec la wilaya où on va. Par exemple, cette année, ce sera à Zelal. On va leur dire qu'on voudrait venir et qu'on cherche des zones enclavées. Et eux vont nous remettre la liste des gens dans le besoin. Parce qu'aussi, quand on arrive dans un village, on ne connaît pas vraiment tous les gens s'ils sont dans le besoin ou pas. Sinon, il faudrait rester 3 mois sur le terrain pour faire nos enquêtes. Mais le gouvernement connaît les gens qui sont dans le besoin, connaît la précarité de chaque famille. Donc, ils nous remettent des listes et justement, nous assistent pendant nos distributions qui, alhamdoulilah, se passent très très bien, avec l'assistance justement des autorités. Vous m'avez dit, Madame Zine, que cette année, vous ne savez pas encore comment vous allez vous organiser parce que certaines routes sont déjà fermées, bloquées par la neige. Bloquées par la neige, parce que cette année, le froid est venu subitement. Exactement. Il n'y a pas eu de transition. Quand est-ce que vous allez lancer la campagne, c'est tout le temps, mais votre caravane, quand est-ce qu'elle va se déplacer et comment vous allez vous organiser? Alors, cette année, notre caravane déjà ciblera la zone d'Azelal et 1000 foyers de la zone d'Azelal. On espère, avec les dons qu'on recevra, cibler plus que 1000. Alhamdoulilah, ce sera 1000 divisé en 2. Déjà, nous, ici, on attrape la crève. Exactement. Alors qu'on est au chaud. C'est de ça qu'on parle, cette empathie, de savoir que déjà, nous, on se plaint d'avoir froid, alors qu'il fait 18 degrés le jour et 8 degrés le soir. C'est quelque chose qui revient sur nos postes des fois de l'association. On dit aux gens, vous sentez le froid? Ben, imaginez dans la montagne comment ils le sentent. Ils ont des maisons de fortune. Pas d'électricité des fois, ils n'ont pas de chauffage surtout, ils n'ont pas d'eau chaude. Donc la caravane, elle part quand cette année? Alors la première caravane partira le week-end du 19, Inch'Allah. Et combien il reste? Combien de bénévoles? En général, on part à 15 ou 20 personnes parce que c'est beaucoup de travail pour décharger les camions. À chaque fois, c'est des paquets de 30 à 40 kilos de denrées alimentaires par famille. Et cette année, on a joint une des actions qu'on fait d'habitude, c'est le manteau pour les enfants des montagnes. Parce que je vais bifurquer un peu. Parce que, comme vous savez, les enfants des montagnes n'ont pas l'école. Il y a des grands villages où il y a une école dans le village. Mais il y a les familles éparpillées. Et il y a ce qu'on appelle les classes satellites. Ce sont des écoles satellites. C'est une classe dans la montagne. Et l'enfant, pour aller à cette école, des fois, il fait 3-4 kilomètres à pied, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Ces enfants sont très mal habillés. Souvent, ils n'ont pas de manteau. Souvent, ils n'ont que des sandales en plastique aux pieds. Donc, il y a 4 ou 5 ans, nous avons initié notre première action au manteau suite à un appel d'un instituteur de Boulmen qui nous a envoyé un message et qui nous a dit si vous pouvez aider, les enfants sont très mal habillés, il fait -10. Alors,
nous avions répondu qu'en ce moment-là, quand il a fait son appel, c'était très difficile pour nous parce qu'on était sur une rénovation d'école et sur la caravane humanitaire. Avoir encore le budget des manteaux, c'était impossible. Finalement, j'ai décidé de publier son message et ce message a eu un effet boomerang magnifique. Justement, les réseaux sociaux vous ont beaucoup aidé. On ne travaille que par les réseaux sociaux, alhamdoulilah. C'est vraiment, c'est vraiment là où on collecte. Alors, il y a les manteaux, il y a aussi très important les bottes, oui, les chaussettes chaudes. Parce jogging chaud, bonnet, écharpe, gants, parce que des fois on a les mains gelées ici à Rabat, alors je vous dis à 1500 ou à 2000 mètres d'altitude, commencez. On va revenir 8 ans en arrière pour parler d'un beau projet que vous aviez initié. Et vous avez produit une très belle chanson pour venir en aide aux enfants des montagnes. Ça s'appelait Atfal el-Jibel. L'association El Baraka Angels avec 16 artistes marocains et les bénéfices de la vente devaient en principe revenir aux enfants des montagnes et financer des actions. On va écouter un petit extrait de cette très belle chanson. Très très belle chanson. Parlez-nous de vos projets d'avenir. Est-ce qu'il y a, au-delà des projets que vous avez déjà commencé à initier, des projets de retaper des écoles, de les rénover, de les équiper? Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous devez lancer? On espère pouvoir initier des activités génératrices de revenus, justement pour aider les femmes dans les villages ou les hommes à avoir quand même une petite rentrée d'argent mensuelle. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore pu attaquer ce volet, mais on espère vraiment que ce sera fait dans l'année 2022. Et nous serons prêts à accueillir de nouveaux partenaires qui voudraient nous aider dans ces projets-là. Justement, j'allais vous dire de qui vous avez besoin. Des associations, elles font ce qu'elles peuvent, mais les chantiers sont tellement grands que ça dépasse de loin ce que peuvent faire des associations. Donc, est-ce que vous êtes déjà sur des pistes pour des partenariats, peut-être avec des organismes publics ou privés ou étatiques? Oui, privés. Nous avons l'organisme qui nous a aidés justement pour ce projet de serre, qui peut-être pourrait nous aider éventuellement pour d'autres projets. Nous avons été approchés par des ambassades, mais jusque-là, rien de concret. Nous avons présenté des projets. On attend toujours les confirmations des projets, mais on espère vraiment pouvoir faire évoluer les choses, parce que les montagnes ont besoin qu'on fasse attention à eux. Ces gens ont besoin d'être plus reliés à la ville. Alors, comment les bénévoles, les gens qui n'ont jamais fait de dons, qui ne se sont jamais peut-être déplacés dans les montagnes, sauf peut-être pour aller faire de randonnée ou du ski, comment ils peuvent contribuer à cet élan de solidarité s'ils veulent vous aider, enfin, pour vous aider à aider les autres? Comment procéder? Qui contacter? Comment faire? Déjà, je vais passer un message. Je voudrais remercier tous les bénévoles qui nous aident à attaquer tout ce travail. C'était la journée internationale du bénévolat hier. Et nous avons beaucoup de jeunes bénévoles d'une université qui est partenaire avec nous, qui viennent s'atteler au travail avec un sourire magnifique. Et ces bénévoles ont la chance, parce que moi je dis toujours que quand on va à une caravane humanitaire, je vais vous dire, la route est très fatigante, c'est crevant, on dort très mal dans des endroits pas très bien, dans des endroits de fortune, des fois on ne mange pas toute la journée. Et pourtant, on revient avec le cœur léger, on est heureux d'avoir pu aider des gens. Donc ces bénévoles-là, après un certain nombre de bénévolats, ils ont aussi cette joie. Ça veut dire qu'une personne qui va venir me dire « nous voudrions aller avec vous », l'association va dire « non, vous devez aider ici, vous devez mériter d'aller » parce que c'est vraiment,
sais pas comment vous dire, c'est magnifique. Donc le déplacement, c'est très fatigant, mais c'est un bonheur incroyable. Est-ce que c'est une impression où on remarque ces dernières années de plus en plus de jeunes, moi je vois beaucoup d'étudiants en faculté de médecine ou ailleurs, qui organisent justement des actions et des caravanes. Est-ce que vous avez, vous, pendant ces 8 années, remarqué cette évolution de ces actions de solidarité non, ou pas pas? Pas vraiment. Je vais vous dire, à l'étranger, un étudiant, pour valider son année, doit faire du bénévolat. C'est obligatoire. Ici, je suis allée dans une université pour essayer de mettre en place ce plan. C'est une très belle idée. C'est une très belle idée, oui. Et puis ça nous apporte des valeurs. Même pas pour le diplôme, mais ça apporte des valeurs à chaque personne. Ça n'a pas été mis en place. Certaines universités, elles sont comptées sur le bout des doigts, font des actions, c'est toujours les mêmes. Cette année, on a une très grande université qui nous soutient avec des bénévoles. Pourquoi? Parce que des membres de l'association travaillent dans cette université et quand ils ont parlé de l'association, ça a intéressé les bénévoles. Oui. Ils ont été intéressés et ils sont venus vers nous. Mais nous recevons des étudiants qui demandent à faire des stages. Les étudiants sont souvent blasés. Ça ne les intéresse pas de se fatiguer. C'est dommage. Parce qu'au-delà de la fatigue, il y a un bonheur incroyable. La majorité, mais il y en a qui le font. Alors, je reviens à ma question précédente. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'aider, de soutenir à travers votre association. Comment je peux faire? Est-ce qu'il y a un compte? Comment je peux faire? Alors, dans l'association, nous avons 2 comptes. Pourquoi 2 comptes? Le premier existait et le deuxième a été créé à cause de Medi-TV. Exactement, de Medi-TV. On avait lancé une action pour collecter des fonds pour une école et on avait créé un compte pour cette école, pour savoir combien on avait collecté. Quand l'action a été terminée, nous avons gardé le compte. Pourquoi? Parce que nous avons 2 sortes de donateurs. Il y a des donateurs qui aiment soutenir les caravanes humanitaires. Il y en a d'autres qui aiment les actions pérennes, comme creuser un puits, comme rénover une école. Nous, pour respecter le désir des donateurs, nous envoyons l'argent dans les 2 comptes. Comme ça, on est sûr que quand il va être déboursé, il sera déboursé selon le désir du donateur. On ne s'arrête pas à, une fois qu'il nous a donné l'argent, on en fait ce qu'il veut. D'accord. On tient, donc nous avons 2 comptes bancaires. Nous sommes joignables sur Facebook et sur Instagram où nous avons des pages. Nous sommes très réceptifs aux messages des gens. Nous avons un bureau à l'Océan. Nous avons un dépôt à Riyad. On est très visible, alhamdoulilah. Alors, dernière chose et brièvement, au-delà des dons d'argent financier, de quoi avez-vous besoin? De quoi les enfants des montagnes et des régions enclavées ont besoin? Si on peut lancer un appel, s'il y a des gens ou bien des entreprises qui peuvent aider, principalement de quoi? Alors, pour cette action justement qu'on a initiée, on a 1000 paniers alimentaires, alhamdoulilah, on va y arriver. Mais on a 850 enfants à vêtir. 850 enfants. Des vêtements chauds pour l'hiver. Des vêtements chauds. Donc nous avons acheté déjà pour 350 enfants et nous espérons pouvoir financer pour les autres 450. Ça veut dire que les personnes peuvent acheter. Il y a des personnes qui vont me dire pourquoi pas du deuxième main. On offre du deuxième main. Mais dans les écoles ou là dans les Dar Taliban et Dar Talib, on offre toujours du neuf parce que ça fait toujours plaisir à un enfant de recevoir un vêtement neuf. Et en plus, on est en période de pandémie. Exactement. Le pack financièrement, pour nous, coûte 300 dirhams, mais la personne peut acheter un manteau, un jogging chaud, des bottes, des chaussettes et nous les offrir. Donc, c'est ça. Si vous voulez aider et que vous ne voulez pas donner l'argent, vous pouvez acheter des manteaux, des bottes, des chaussettes. Les tailles varient entre 6 ans et 14 ans et comme il y a 450 enfants, votre vêtement va sûrement aller à quelqu'un. L'appel est lancé. J'espère qu'il sera reçu par le plus grand nombre de Marocains pour aider les enfants des montagnes. J'espère aussi. Pour aider les Marocains là où ils sont, tous ceux qui sont dans le besoin. Merci beaucoup, Madame Selwazine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association El Baraka Angels. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Média TV.